Salut à tous et bienvenue sur l'Informagique. Je me baladais hier sur YouTube et puis à plusieurs reprises je suis tombé sur des vidéos tech de gens qui montraient leur réseau chez eux, leur réseau internet, et du coup ça m'a donné envie de faire une vidéo pour vous justement, ceux qui ne savent pas exactement comment faire un bon réseau chez soi de manière simple. Donc du coup ça va être le sujet d'aujourd'hui, comment entre guillemets avoir un bon internet chez soi. J'ai fait un titre simple pour que ça parle au plus d'entre vous, puisque c'est vrai que avec les conversations que j'ai pu avoir avec différentes personnes ou des particuliers, des clients, c'est souvent la question qu'ils me posent de cette manière-là. Donc comment est-ce que je fais pour avoir un bon internet chez moi? Et on va voir ça ensemble. Dans cette vidéo, on va tâcher de rester assez simple, hein. Je vais pas forcément rentrer dans les détails, je vais juste faire une légère parenthèse pour justement toutes ces vidéos tech que j'ai vues par rapport aux gens qui ont des réseaux un peu surdimensionnés pour chez eux. Je vais peut-être vous expliquer aussi pourquoi c'est pas ce que vous devez avoir chez vous, parce que c'est peut-être trop compliqué. Donc on va essayer de tâcher de rester simple. On va essayer de poser les choses à plat pour que vous ayez le moins de questions à la fin de cette vidéo et théoriquement parlant, vous serez capable d'avoir chez vous du coup un réseau qui fonctionne bien. Donc je pense que comme le commun des mortels, vous avez tous une box internet chez vous, hein, que ce soit chez Orange, chez Free, chez SFR, enfin peu importe votre opérateur, peu importe votre offre internet, vous avez, je pense, tous une box chez vous, peut-être même des box 4G pour certains si vous habitez dans des zones pas très couvertes, on va dire, en termes de réseau. Mais ça changera rien, alors peut-être une légère différence pour les box 4G parce que c'est un peu différent, mais toujours est-il que pour les box traditionnelles, que ce soit Orange, la Freebox et ce genre de choses là, c'est universel ce que je vais vous raconter, donc vous ne serez pas perdus. Donc dans un premier temps, on va surtout parler déjà de ce que vous avez sûrement chez vous, hein. Donc vous avez bien sûr votre arrivée internet, que ce soit ADSL ou fibre. Je ferai une légère parenthèse là-dessus juste après, une fois que j'ai terminé ça justement pour vous expliquer quelque chose. Vous avez donc derrière votre box ou ce qui fait entre guillemets la conversion fibre vers la box, et ensuite vous avez vos équipements, donc, que ce soit votre télé, enfin votre décodeur TV si vous avez pris l'option, votre téléphone filaire si vous en avez encore, et votre PC portable ou vos PC portables ou votre PC fixe et vos PC portables, vos tablettes, vos smartphones et divers objets connectés. Donc le léger parallèle que je vais faire là, les légères parenthèses dont je vous ai parlé juste avant, c'est concernant votre type de connexion. Si vous êtes en zone éligible, parce que beaucoup trop de gens sont encore en ADSL, je vous invite fortement à passer à la fibre. Il n'y a pas de surcoût, généralement c'est pris en charge par les opérateurs à l'installation. Il faut juste prévoir, on va dire, une demi-journée entre guillemets avec le rendez-vous pour que la fibre soit installée chez vous. Bon, attention, je parle de cas de figure simple, hein. Si vous êtes en immeuble, c'est d'autant plus simple. Si vous êtes en maison avec, on va dire, proche de la rue, c'est super simple. Par contre, si vous êtes en maison, mais avec une maison reculée sur le terrain, donc en bout de terrain, là, par contre, vous allez peut-être avoir des charges à vos frais qui vont être de l'ordre de creuser une rigole, entre guillemets, pour faire passer le câblage fibre sous terre. Moi, chez moi, pour vous faire un topo, bon, j'ai une maison, du coup, qui est proche de la rue, du coup mon installation de fibre elle est aérienne. Donc j'ai 2 techniciens qui sont venus. Comment ça s'est passé? C'est très simple, hein. J'ai pris rendez-vous avec Free. Quelques jours plus tard, j'ai eu du coup 2 techniciens qui sont venus, qui sont arrivés. Ils sont partis se raccorder à l'endroit de mon quartier où il fallait qu'ils se raccordent et ils m'ont fait passer la liaison fibre donc par les poteaux électriques de la rue. Le seul bémol, c'est qu'ils ont dû forcément percer la façade de la maison pour faire passer le câble proprement, on va dire, entre guillemets. Et là, pour le coup, ça dépend de quel technicien vous allez avoir, hein. Personnellement, moi, ils m'ont pas fait les choses de manière très propre. Je suis un peu dégoûté. Mais si vous tombez sur de bons techniciens qui s'y connaissent un petit peu en plâtre et compagnie, ils vont vous faire quelque chose de propre. Donc voilà, donc juste pour vous dire que si vous faites installer la fibre chez vous et que c'est en aérien parce que c'est comme ça dans votre quartier, attendez-vous à ce qu'on perce un trou dans votre façade de maison. Donc actuellement, on en est où niveau box? Alors, toutes les offres maintenant sont relativement similaires, hein. Il n'y a que chez Free où la dernière box va bientôt arriver, on n'a pas trop la date, mais théoriquement ça devrait être courant fin d'année, début d'année 2024. Donc une toute nouvelle Freebox qui viendra remplacer la Delta. Mais en tout cas, bon nombre d'opérateurs maintenant proposent le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E. Alors le Wi-Fi 6, c'est la toute nouvelle norme de Wi-Fi, hein, donc c'est un Wi-Fi qui couvre plus de zones, c'est un Wi-Fi plus rapide, c'est un Wi-Fi qui marche mieux de manière générale. Par contre, attention, parce que tous les équipements ne font pas Wi-Fi 6.
Donc même si vous avez une box Wi-Fi 6, il se peut que vous n'utilisiez que le Wi-Fi 5, voire peut-être même moins selon l'ancienneté de vos équipements. Donc bon, c'est bien d'avoir une box relativement récente, par contre tâchez de voir si vous avez des équipements compatibles Wi-Fi 6. Justement, en parlant de Wi-Fi, parce que je pense que la majorité d'entre vous utilisent uniquement le Wi-Fi chez soi, faut savoir que bien souvent actuellement, les box diffusent plusieurs réseaux Wi-Fi différents. Vous avez souvent dans vos listes de Wi-Fi sur Windows par exemple, Livebox machin 2,4G, Livebox machin 5G, ou Freebox 2,4G, Freebox 5G, Freebox 5G V2, ce genre de choses là. Pourquoi est-ce que vous avez plusieurs types de Wi-Fi disponibles ? Et bien justement pour couvrir l'intégralité des équipements qui ne sont pas forcément compatibles avec les dernières générations de Wi-Fi. Donc pour faire simple, on va plutôt réserver tout ce qui est Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 à tout ce qui est PC portable, smartphone, tablette et potentiellement caméra de sécurité, surtout si elles sont en 4K. Et on va donc vous allez me dire oui mais il me reste du coup le réseau Wi-Fi 2,4G, c'est quoi, à quoi il sert ? Eh bien c'est très simple, c'est juste un Wi-Fi moins rapide en fait. Il y a moins de bandes passantes, il couvre un peu moins de portée, il est moins performant de manière générale et on va réserver ce réseau là à des équipements connectés type ampoule, prise électrique, tout ce qu'on pourrait avoir de connecté à la maison en fait, y compris tout ce qui est machine à laver maintenant qui sont connectés, frigo connecté. En fait, tout ce qui consomme pas beaucoup de bandes passantes parce que l'envoi de données est relativement léger, donc tout ce qui envoie quelques petites informations sur Internet, on va les réserver sur ce réseau-là, s'il vous plaît. Donc, si vous avez des équipements domotiques, entre guillemets, légers, que ce soit des lumières, comme je l'ai dit, des prises connectées, n'importe quoi de connecté, mais qui n'a pas besoin d'un affichage, on va dire, donc tout ce qui est hors vidéo, hors son, on va utiliser le réseau 2,4G pour éviter de saturer le réseau 5G et 6G, d'accord ? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un appartement assez grand ou une maison assez grande ? La question est à se poser parce que vous allez me dire, moi j'ai une box qui est dans l'entrée de chez moi, moi c'est d'ailleurs mon cas aussi, et à l'étage j'ai pas de réseau, j'ai très peu de réseau, ça marche mal, j'ai mes enfants qui me disent ouais on peut pas jouer, ça lag, ça marche pas bien. Ou alors comme certains d'entre vous disent, mon réseau rame, mais le terme il est pas approprié, on dit lag. Ramer c'est plus d'un côté informatique pur, PC, un PC qui est lent, et le lag c'est tout ce qui est réseau. Pour couvrir cette problématique-là, les opérateurs vous fournissent souvent des répéteurs Wi-Fi. Alors, qu'on soit bien d'accord, tout ce qui est répéteur Wi-Fi et CPL, donc courant porteur de ligne, évitez-les au maximum. C'est pas fiable, ça crée des problèmes. Alors pour le commun des mortels, ça peut fonctionner. Le gros bémol que je vais mettre, c'est pour les CPL. Les CPL, fuyez-les, parce qu'en fait, le réseau électrique de votre logement est potentiellement instable. En fait, par exemple, si vous lancez un micro-ondes, par exemple, ou quand le compresseur de votre frigo se met en route, ça va créer des perturbations électriques sur votre réseau électrique. Et le CPL, pour le coup, il va y avoir des coupures de réseau. Donc, évitez à tout prix, par pitié, les CPL. C'est certes avantageux, ça coûte pas si cher que ça, c'est vrai. Ça permet de mettre Internet dans des zones vraiment reculées de la maison avec à moindre coût et à moindre effort. Mais vous allez voir qu'à la longue, surtout si c'est pour y brancher par exemple une box TV ou ce genre de choses là, vous allez avoir des coupures fréquentes en fait. Alors, vous pouvez être un cas particulier, ça peut très bien marcher chez vous et je suis heureux pour vous, tant mieux. Mais pour l'avoir constaté chez moi-même, parce que les CPL ça fait des années que ça existe, pour l'avoir constaté chez des clients ou même dans des petites entreprises qui voulaient du CPL parce qu'ils voulaient pas s'embêter, évitez le CPL à tout prix. Les répéteurs Wi-Fi, à la limite, quand c'est bien fait, vous pouvez les utiliser. Par contre, ça demande vraiment, entre guillemets, de regarder comment vous captez chez vous Internet. Si vous vous dites, ok, à l'étage, j'ai pas de réseau, je vais mettre mon répéteur, j'aurai du réseau, non, sachez que c'est pas bon en fait. Plus votre répéteur est loin, c'est comme votre PC en fait, moins le débit, moins la capacité à soutenir la vitesse de votre réseau sera bonne en fait. Chose à prendre en compte aussi avec les répéteurs, c'est que quand vous mettez un répéteur en mode répéteur, vous allez avoir votre débit divisé par 2. Parce qu'en fait, votre répéteur, il est composé d'une ou plusieurs antennes, enfin souvent 2 antennes en fait, parce qu'il y en a une qui va recevoir le réseau et l'autre qui va la renvoyer. Et au lieu d'utiliser du coup tous les canaux, toutes les bandes disponibles des antennes, vous allez en utiliser une pour recevoir le réseau et l'autre pour envoyer le réseau à vos autres équipements. Donc votre débit sera divisé par 2.
Autre inconvénient du Wi-Fi aussi, c'est que c'est un rayon d'émission en fait. Donc les ondes, vous savez, elles se propagent dans l'espace sous forme de sphère, de manière sphérique. C'est pour ça que vous captez parfois le Wi-Fi à la cave, parfois le Wi-Fi au-dessus, parfois le Wi-Fi chez vos voisins. Enfin, voilà, c'est un rayonnement, pardon. L'inconvénient du Wi-Fi, c'est que ça va être relativement perturbé par tout ce qui est gros murs, donc murs porteurs, ce genre de choses-là. Ça va être aussi perturbé forcément en fonction des appareils électriques que vous avez chez vous, parce que ça reste des ondes radio, donc tout ce qui pourrait interférer avec des ondes électromagnétiques, ça pourrait interférer sur votre Wi-Fi. Par exemple un micro-ondes, ce genre de choses-là. Donc la tuyauterie dans vos murs aussi, si vous avez encore, on va dire, des maisons avec du plomb, je sais pas si ça se fait encore dans les murs en termes de tuyauterie, faut savoir que le plomb c'est très perturbateur des ondes, donc du coup votre Wi-Fi sera beaucoup moins bon, qu'on soit bien d'accord. Donc si votre logement est assez grand et que vous vouliez mettre un répéteur, on va dire assez loin dans votre logement, attendez-vous à avoir des dysfonctionnements assez conséquents. Vous allez me dire du coup, comment est-ce que je fais pour avoir un bon Wi-Fi chez moi, un bon internet chez moi? Là du coup, avec tout ce que tu viens de me dire, je suis un peu démoralisé. En fait, c'est pas si compliqué, alors ça vous demandera peut-être un peu de travail. Alors la méthodologie simple pour commencer dans l'ordre, c'est, comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément fan, mais les répéteurs Wi-Fi. En soi, c'est en ce moment souvent fourni par vos opérateurs, donc pourquoi pas ne pas l'utiliser. Par contre, ne le mettez pas trop loin de votre box, il faut que le signal soit bon. Si le signal il est mauvais parce que vous le mettez dans une pièce vraiment à l'opposé de votre maison, comme je vous l'ai dit, vous aurez beau avoir un Wi-Fi que vous allez capter très fort, parce que forcément vous serez à côté du répéteur. Par contre, vous allez avoir un réseau Wi-Fi pourri en fait. Vous allez avoir des débits pourris, vous allez avoir des coupures, ce qu'on appelle nous en informatique pure des pertes de paquets. En fait, si vous voulez, les paquets, c'est toutes vos données qui sont encapsulées, qui sont transmises d'un point A à un point B et avec le retour qui est fait. Les pertes de paquets, voilà, ça peut être à l'émission ou à la réception. Donc, si vous êtes gamer et que vous jouez à des jeux compétitifs, les pertes de paquets, ça peut être horrible pour vous. Vous allez pas forcément avoir de latence, vous allez avoir un bon ping, comme on dit. Par contre, vous allez avoir des pertes de paquets, ce qui va se transcrire par... parfois vous allez cliquer à un endroit, l'action va pas se faire, vous allez tirer sur un ennemi par exemple pour les jeux de tir, votre tir sera pas enregistré, ça peut causer ce genre de problème. D'un point de vue plus large en fait, ce que ça va surtout aussi vous produire, ça va être par exemple des téléchargements qui vont mal fonctionner. Vous allez télécharger un fichier et vous aurez la mauvaise surprise en fait au lancement de ce téléchargement d'avoir un fichier corrompu ou d'avoir un téléchargement tout simplement qui s'arrête, ça peut arriver aussi, ou même simplement si votre répéteur est trop loin de votre accès Wi-Fi, une lenteur réseau en fait de manière générale. Mais en tout cas, positionnez correctement un répéteur Wi-Fi, par exemple, si votre box est dans l'entrée et que vous mettez votre répéteur à l'étage et que l'escalier est relativement en face de l'entrée, les deux signaux Wi-Fi vont se chevaucher un petit peu, mais vous allez avoir du coup une bonne liaison. Ce qui peut être aussi pratique sur les répéteurs, mais pour le coup il faut être un tout petit peu bidouilleur, c'est que un répéteur peut émettre un réseau Wi-Fi qui a un nom différent. Alors souvent sur le marché, ce qu'on vous vend, c'est des répéteurs qui vont vous répliquer votre Wi-Fi exact. Ça a un avantage, ça fait que si vous montez à l'étage ou si vous êtes loin dans votre logement, vous n'allez pas avoir de déconnexion visible sur votre équipement type PC portable, smartphone, peu importe. Pour vous, il y aura toujours écrit le nom de votre Wi-Fi principal, mais physiquement parlant, vous serez connecté au deuxième point d'accès. Par contre, cette méthodologie-là peut entraîner des confusions, on va dire, de votre équipement qui va pas forcément savoir à quel Wi-Fi va devoir se connecter. Parce qu'admettons que vous êtes vraiment à une jonction où les deux connexions sont bonnes, votre équipement va se dire ouais, mais là j'ai autant d'intensité là que là. Tiens, là j'ai 1% de plus d'intensité, je vais me mettre sur l'autre. Tiens, ça vient de baisser, je vais repasser sur l'autre. Donc en fait, vous allez basculer potentiellement constamment d'un réseau Wi-Fi à l'autre. Alors pour vous, vous allez y voir aucune différence en termes de nom de Wi-Fi, mais vous allez peut-être ressentir des bugs. Des bugs, par exemple, des fichages de page internet. Des petits soucis de lenteur aussi, parce que forcément ça va avec. Si vous jouez, c'est pareil, vous allez avoir peut-être des pertes de connexion, donc c'est pas forcément fun. Donc, il y a une méthode qui permet de créer du coup un point Wi-Fi qui va être dédié à une zone. Par exemple, chez moi, j'ai un répéteur Wi-Fi. Ce répéteur-là, il diffuse un nom uniquement pour l'étage. Donc, j'ai mon réseau
j'ai mon réseau, Wi-Fi en bas, qui a un nom, et mon réseau étage, qui émet sur 2 bandes différentes, donc un pour mes équipements domotiques, et l'autre pour mes équipements type PC, tablette, et ce genre de choses-là. Si vous voulez optimiser votre réseau, le mieux à faire, et c'est là où, pour le coup, il y en a certains qui vont me dire « Ah, trop compliqué » ou « Dans mon logement, je peux pas parce que je suis locataire et du coup, j'ai besoin de percer les murs » ou ce genre de choses-là. Bon, il y a toujours une solution, clairement. C'est pas parce que vous êtes locataire que vous pouvez pas forcément faire un trou, du moment que vous le rebouchez après. Mais toujours est-il que le meilleur mode de connexion, et je pense que vous vous en doutez, c'est le câble. Donc, on va parler de câbles. Donc, les câbles RJ45, donc plus couramment appelés câbles Ethernet, il y a plusieurs catégories. Par pitié, si vous achetez un câble Ethernet, dites-vous que pour un logement, alors ça dépend de la taille de votre logement bien sûr, mais prenez du catégorie 6, voire 7. Pas du catégorie 5 parce qu'il est pas cher, pas du catégorie 6E parce qu'il est moins cher. Prenez du 6 ou du catégorie 7. C'est un tout petit peu plus cher à l'achat, mais franchement pas des masses. Ça dépend de toute façon de la longueur dont vous avez besoin. Et si vous n'avez par exemple qu'un seul PC à relier au réseau, je vous conseille fortement un câble Ethernet. En fait, vous ne serez pas ennuyé par la distance, par les pertes de paquets, les pertes de connexion. Quand vous n'aurez pas de soucis de déconnexion du Wi-Fi, parce que vous êtes parti en vacances, vous revenez, vous branchez votre PC, machin, il le retrouve plus, il faut se reconnecter, vous avez oublié votre clé, elle a été supprimée. Non, privilégiez un câble. En plus, maintenant, on a la chance de pouvoir faire quand même pas mal de choses chez soi assez facilement, donc vous pouvez très bien prendre ce câble avec un pistolet à colle. Bon, c'est ce qu'il y a de moins sexy entre guillemets, parce que bon, ça implique de coller sur le mur. Vous pouvez le coller jusqu'à votre point B. Vous pouvez, si vous avez la chance d'être en maison, passer le câble dans une gaine ou dans un truc comme ça, on va dire une gaine technique. Vous avez des possibilités. Ils vendent même aussi en magasin, que ce soit même à Carrefour, Auchan, en grande surface, du coup de manière générale, et dans les magasins de bricolage. Des clous en fait sur lesquels il y a des petits crochets qui sont normalement utiles pour y mettre des tubes dans lesquels on fait passer des câbles électriques. Il y a des tailles qui sont faites pour passer des câbles réseau en fait. Ça coûte vraiment pas cher du tout, vous pouvez même les acheter sur AliExpress, Temu, ce genre de plateforme. Ça coûte vraiment rien et ça permet de faire un chemin de câble assez propre. Parce que le but bien sûr c'est pas de se prendre les pieds dans le câble. Par expérience, moi j'ai plusieurs chats à la maison, j'ai un de mes chats qui m'a mangé un câble. Voilà. Donc pour éviter ce genre de désagrément, vaut mieux le faire passer en hauteur, au-dessus d'un seuil de porte, ou ce genre de choses là. C'est facile à faire, ça prend pas longtemps, donc voilà. Donc et puis bon, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après, comme je vous l'ai dit, si vous avez la chance d'avoir des gaines techniques chez vous, il faudrait peut-être se pencher dessus, mais à ce moment-là, vous pouvez même effectuer d'autres travaux si vous êtes un peu bricoleur. J'entends par là mettre dans les murs des inserts RJ45. Alors par contre, ça coûte un peu plus cher, c'est un peu plus compliqué à faire parce que c'est à peu près comme installer une prise de courant chez vous, et ça demande, on va dire, un peu plus de connaissances en informatique. Et c'est on va traiter ça maintenant. Donc pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et qui ont un peu plus de connaissances ou qui veulent simplement apprendre, on va partir d'un câble Ethernet ensemble, donc un câble catégorie 7 par exemple de, on va dire 10 mètres, pour alimenter un étage en réseau. Donc ça implique quoi ? Alors forcément ça implique plusieurs équipements. Donc vous avez votre box, peu importe où elle se trouve, mais vous êtes obligé de partir de votre box de toute manière parce que c'est elle qui fournit le réseau, ok ? Vous avez des ports Ethernet à l'arrière de vos box en général, donc vous en avez généralement 4, ça dépend des opérateurs, mais en général c'est 4, qui sont soit numérotés, soit avec des lettres. Donc vous partez d'un port Ethernet et ensuite vous remontez jusqu'à votre étage. Ensuite, vous allez me dire qu'est-ce que je fais une fois que je suis remonté, parce qu'en gros j'ai un câble qui court sur un mur ou qui court dans un mur, qui ressort quelque part. Comment est-ce que je relie mes équipements ensemble ? Eh bien, il y a plusieurs choses. La première chose à acheter, ça coûte pas cher. C'est parce qu'il n'y a pas besoin de gros besoins, mais plus tard dans la vidéo, je parlerai de besoins un peu plus gros, si vous en avez. C'est d'acheter ce qu'on appelle un switch, donc en français commutateur. Vous avez des marques type Netgear, TP-Link, D-Link, qui font ça pour pas cher pour du domicile, donc on va parler d'une trentaine d'euros environ. Ça se branche électriquement en général. Alors vous verrez plus tard dans la vidéo qu'il y a des solutions pour les auto-alimenter. Enfin bref, c'est particulier, mais toujours est-il que voilà, ça coûte une trentaine d'euros et ça permet de multiplexer le signal. Donc au prix, on va dire d'un potentiel,
d'une légère perte de vitesse de réseau selon les équipements qui vont utiliser le réseau à l'étage, vous allez du coup gagner par contre en confort et en qualité de connexion. Vous avez le câble qui remonte à l'étage ou qui va en soi, qui n'est pas forcément obligé de remonter à un étage, mais qui peut aller n'importe où dans votre logement. Si votre logement, on va dire qu'il fait 50 mètres carrés mais qu'il y a des gros murs, bah forcément vous allez avoir besoin de Wi-Fi par exemple dans une chambre tout au fond qui sera votre bureau pour télétravailler. Donc votre câble va courir de la manière dont vous l'avez souhaité, hein, proprement ou moins proprement. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, on n'est pas là pour critiquer ni pour juger. Voilà. Et ce câble, donc vous allez le mettre derrière un switch. Donc vous allez brancher l'extrémité du câble sur un petit switch, vous allez brancher électriquement ce petit switch, et ensuite vous faites quoi, vous allez me dire? Eh bien ça dépend. Si vous travaillez avec un PC portable ou avec un PC fixe, vous avez peut-être ou sûrement une prise RJ45 sur ce PC là. Donc soit vous branchez un deuxième câble du coup qui partira de ce petit switch là vers votre équipement, et à ce moment là vous aurez la continuité d'une liaison filaire, et du coup vous aurez une connexion de bien meilleure qualité avec la vitesse maximale de votre réseau. J'entends bien maximale. Donc alors après je vais juste parler de normes un tout petit peu pour qu'on soit au clair sur certains points. Ou si vous voulez carrément faire un rayonnement Wi-Fi, les répéteurs ils ont des modes qui s'appellent des modes de point d'accès. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de répéter votre réseau Wi-Fi tel quel avec le même nom, vous allez pouvoir en créer un autre. Alors par contre, ça demande légèrement un peu plus de connaissances, parce qu'il faut pouvoir accéder à son interface réseau, faire les modifications. Alors souvent, c'est indiqué dans les manuels, hein. Par exemple, moi à la maison, j'ai un répéteur TP-Link. Il fonctionne ce qui fonctionne, hein. Nous, ça nous suffit, en tout cas pour la majorité des choses. Il a, on va dire, une adresse IP qui est écrite dans le manuel en général. Donc référez-vous au manuel, si vous les avez pas, ils sont généralement retrouvables sur internet, hein. Et ça permet d'aller les configurer en mode point d'accès. Donc créer un réseau Wi-Fi qui a un nom à proprement parler. Créer... voilà. Vous pouvez même aussi, de manière beaucoup plus simple, prendre un deuxième câble Ethernet, donc qui sortirait de votre switch, qui irait jusqu'à l'entrée Ethernet de votre répéteur, qui est d'ailleurs à la fois une entrée et une sortie en général. Donc vous pouvez l'utiliser soit pour donner de l'Ethernet, soit pour prendre de l'Ethernet sur cet équipement-là. Et à partir du moment où vous branchez en RJ45, donc en Ethernet, votre répéteur, il va répéter votre réseau Wi-Fi avec le même nom, sans configuration, parce qu'il va retrouver votre box tout de suite. Ça fonctionne super bien. Et vous avez aussi du coup un débit maximum. Donc voilà, ça c'est pour faire un réseau très simple chez soi, de manière vraiment rapide, avec peu de coûts. Juste on va faire un léger parallèle sur les normes. Alors il faut savoir que la majorité de vos box, les ports Ethernet sont en gigabits. C'est-à-dire 1 gigabit, voire pour les nouvelles Livebox par exemple, ou certains autres fournisseurs d'accès, je ne suis pas forcément au fait là-dessus, vous allez avoir du 2,5 gigabits. Alors vous allez me dire, ok c'est bien, ça va plus vite, mais dans les faits, à quoi ça me sert? D'avoir une bande passante plus grande sur un port Ethernet, ça vous permet de connecter plus d'équipements. Parce qu'en fait, la majorité de vos équipements chez vous sont en gigabits et pas plus en fait. Et encore, hein, ça dépend, il y a même des équipements type domotique qui vont être en 100 mégabits, donc moins performants que des équipements en gigabits, ok? Donc, mais tout ce qui va être PC, tablette, smartphone et compagnie, ça va être en gigabits. D'ailleurs, ça va être en Wi-Fi aussi. Et le Wi-Fi est en gigabits, alors parfois un peu plus, parfois ça dépend des normes Wi-Fi, ça dépend de vos antennes Wi-Fi, de vos connexions et des puces Wi-Fi que vous avez. Je sais que maintenant, bon, ça peut monter assez haut, mais le Wi-Fi 6 d'ailleurs, pour une simple parenthèse, peut monter jusqu'à 10 gigabits en Wi-Fi du coup, mais il faut pouvoir les exploiter. En fait, c'est plus par souci de pouvoir connecter plus d'équipements en fait, et que le réseau ne sature pas. Par exemple, si vous êtes en entreprise, généralement vos bornes d'accès sont mises à jour assez souvent pour qu'il y ait un Wi-Fi relativement stable. Admettons que vous êtes une entreprise de 200, 300, 400 personnes, il faut que vous ayez du Wi-Fi partout dans votre entreprise. Donc, et forcément, vu le nombre de collaborateurs, si vous êtes 400 sur le même point d'accès, ça va pas le faire. Donc généralement, on dimensionne sur des débits plus gros, donc un meilleur type de Wi-Fi. Ça permet ça d'avoir du 10 gigabits. Je vais aussi faire un léger parallèle juste après sur ce qu'on peut faire avec une Freebox. J'en ferai peut-être une vidéo dédiée, mais en tout cas je vais peut-être en parler ici aussi, ça fera peut-être doublon mais c'est pas grave. Mais voilà, donc toujours est-il que si vous voyez la notion 2,5 gigabits et vous vous dites bon ça ne sert à rien, je peux pas l'exploiter sur mon PC, c'est écrit gigabit. Détrompez-vous en fait. Vous allez pouvoir l'exploiter
parce que ça vous permet du coup de multiplexer, de séparer votre réseau Ethernet en plusieurs réseaux distincts. Et du coup, par exemple, si vous avez 2 équipements en Ethernet, donc en RJ45, branchés en gigabit sur un switch, bien sûr, il faut que votre switch soit compatible 2,5 gigabits, qu'on soit bien d'accord, vous allez du coup avoir un meilleur débit et une meilleure stabilité de manière générale. Alors prenez bien en compte un truc, c'est que, on va parler de gigabit, mais c'est pareil pour 2,5 gigabits à la maison. Si votre box, donc la majorité des box sont en gigabit, comme je l'ai dit, il faut savoir que le mieux c'est de mettre un équipement en gigabit derrière. Donc si vous avez du coup votre box part en gigabit dans un câble, vous allez mettre un switch en gigabit, ok, pour que votre PC ou votre tablette ou votre smartphone, ça dépend, ait une connexion en gigabit, ok. Si par exemple vous achetez un répéteur Wi-Fi pas cher et que vous faites pas attention aux normes de Wi-Fi que vous allez acheter, ça se trouve vous allez vous retrouver avec un truc un peu obsolète qui du coup bridera votre réseau. Le but en fait de cette vidéo, c'est de vraiment faut que vous compreniez que généralement le réseau chez vous il est bridé en fait, de par l'utilisation que vous en faites, parce que forcément, vous êtes peut-être néophyte, vous êtes peut-être pas au fait, votre réseau vous l'utilisez de manière bridée, à 50% de ses capacités, ou voire même moins en fait, ça dépend. Donc le but c'est vraiment de faire en sorte que vous ayez une connexion qui fonctionne bien partout. On a tous eu, en tout cas moi le premier quand j'étais plus jeune, mais j'imagine que s'il y a des parents qui me suivent, j'imagine que vous avez parfois vos enfants qui viennent vous voir et qui vous disent Internet à la maison c'est pourri, on a une mauvaise connexion, je peux pas jouer avec mes copains, je peux pas parler avec mes copains. Vous pareil, quand vous êtes en télétravail, que vous faites des visios, on vous dit ton image elle est floue, ton son il est dégoûtant, ce genre de choses là, et ça vient sûrement du fait que vous avez une mauvaise utilisation de votre réseau domestique. Si vous n'êtes pas en fibre optique, j'entends bien par là que si vous avez l'opportunité de passer en fibre, faites-le. Il n'y a pas de surcoût, c'est pas un lobbying que je fais, je suis pas sponsorisé par la fibre de manière générale, mais pour avoir vu l'évolution d'Internet depuis le début, concrètement, parce que j'ai 32 ans, j'ai bien vu ce que ça pouvait apporter la fibre en termes de confort. Donc n'hésitez pas, surtout si vous télétravaillez, prenez la fibre. Il n'y a pas de surcoût, il n'y a pas de surcoût opérateur en général non plus, ou alors peut-être aller 2-3 euros supplémentaires. Ça vaut le coup en termes de confort. C'est pas une question de gratter des euros par-ci par-là. Prenez la fibre si vous travaillez chez vous ou si vous avez des besoins. Si vous avez une Freebox Delta, alors je vais surtout parler de Freebox Delta, mais il y en a peut-être chez d'autres opérateurs ou en tout cas peut-être même d'autres Freebox qui le font. Vous avez peut-être derrière votre box 2 ports fibres. Si vous êtes déjà fibré, vous avez déjà un port qui est utilisé. Alors ça se traduit par un petit câble blanc qui rentre à l'arrière de votre box dans une espèce de gros truc en métal. Okay, le truc en métal, on appelle ça un SFP. Ok. Et vous avez sûrement du coup un deuxième trou de libre à l'arrière. Vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir un second trou de libre. Eh bien sachez que les offres Freebox, en tout cas les Delta, vous permettent d'avoir de la fibre jusqu'à 10 gigabits chez vous. 10 gigabits c'est énorme, c'est vraiment un dimensionnement d'entreprise. Faut savoir que la box est capable de faire du 10 gigabits chez soi, mais aussi de recevoir du 10 gigabits en externe. Ok, ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui télécharge beaucoup, peu importe ce que vous faites, mais vous allez potentiellement pouvoir avoir un débit énorme. Par contre, attention, ça coûte cher. C'est pas forcément des plus simples à mettre en place. Et faut vraiment être motivé à avoir la passion du truc. Moi je l'ai pas encore fait, mais je compte le faire pour tester. Ce qui me rebute juste, c'est le prix. Parce que la fibre optique ça coûte cher, les ports SFP ça coûte cher, les cartes qu'on doit mettre dans son PC pour avoir du 10 gigabits ça coûte cher, et les équipements déjà vendus en 10 gigabits c'est rare. Donc si vous voulez exploiter ce port là, c'est à peu près similaire à ce que j'expliquais avant. Donc il faut pour le coup un câble SFP, un port SFP que vous allez acheter sur Amazon par exemple, ça doit coûter entre 50 et 70 euros je pense. Je vous afficherai là en même temps que je vous parle du coup un SFP, alors je saurais pas ce qu'il vaut, mais je vais vous afficher un SFP. Il vous faut un câble SFP+, donc il vous faut aussi un SFP+, au cas où. Un câble SFP+, attention, je crois qu'il y a des normes de longueur, parce qu'après, à une certaine longueur, il faut que le câble soit, amplifié. Et il vous faut surtout un équipement qui soit capable derrière de recevoir du 10 gigabits. Donc je vous mettrai là, en même temps que je vous parle, un petit switch, un commutateur du coup de la marque Micro, je crois de mémoire,
qui est capable de recevoir du 10 gigabits et d'en retransmettre. Et je crois que celui-ci, il est pas super cher par rapport à justement l'offre en 10 gigabits. Je crois qu'il doit coûter plus d'une centaine d'euros, mais c'est très léger pour ce que c'est. Et après, derrière, si vous avez un PC fixe, il vous faut une carte PCI, je précise bien PCI, qui est capable de gérer du 10 gigabits en SFP+, ou en Ethernet. Mais attention, l'Ethernet, il faut pas se tromper de carte, il faut prendre une carte qui le fait vraiment, et il faut un câble de catégorie 7, au moins. Alors ça peut marcher sur du 6, oui, par contre je vous conseille quand même de prendre du 7. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question ce que c'était la petite prise fibre à l'arrière de la Freebox, qui est disponible, c'est une prise 10 gigabits, qui fonctionne. Il y a un peu de boulot à faire derrière, mais ça fonctionne. Et par contre, voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent vraiment faire une infrastructure réseau et qui ont vraiment la foi de se lancer. Maintenant, je vais me permettre quelque chose que j'aime pas forcément faire, mais de par la recrudescence des vidéos que j'ai vues là-dessus, je suis obligé d'en parler, c'est-à-dire les youtubeurs tech qui nous montrent leurs infrastructures chez eux. Il faut savoir que bon, leur public, certes, peut-être que vous aussi vous en faites partie, vous êtes un public de passionnés de l'informatique, et vous vous dites waouh, génial, une infrastructure informatique chez soi, ça m'intéresse de le faire, ça a l'air génial, ça a l'air de marcher super bien, ça a l'air vraiment cool, et en plus le mec dans la vidéo, il a l'air super heureux de son infra. On appelle ça une infrastructure informatique, ok ? Faut savoir que pour le commun des mortels et pour les besoins généraux des gens, il n'y a pas besoin de faire ça en fait. C'est pas parce que vous allez avoir une infrastructure informatique avec une baie à la maison que vous allez avoir de meilleures performances, un meilleur réseau de manière générale, c'est pas le cas. C'est valable si vous voulez faire ce qu'on appelle du home lab. Vous avez sûrement déjà dû entendre ces youtubeurs parler de home lab. Il y a certains youtubeurs aussi qui dimensionnent leur logement comme si c'était une entreprise avec un bandeau RJ45, un switch 24 ports PoE. Alors la PoE c'est super intéressant, par contre c'est le Power on Ethernet. Donc c'est en gros vous branchez un câble Ethernet et il fournit à la fois le réseau et l'électricité pour certains équipements. Ça c'est plutôt pas mal, par contre c'est pas donné forcément. Donc si vous regardez ce genre de youtubeurs qui vous parlent d'infrastructure réseau à la maison, ne vous fiez pas forcément à leurs conseils, non pas qu'ils soient mauvais, qu'on soit bien d'accord, mais pour le commun des mortels, c'est pas nécessaire. Vous, ce que vous avez besoin, c'est simplement d'équipements, on va dire, de qualité et de réflexion sur la manière dont votre logement est fait. Si vous vous dites, je vais faire comme lui, je vais acheter un routeur, je vais acheter un firewall, je vais acheter un switch cœur de réseau, je vais acheter des switches pour mes étages, je vais pour mon sous-sol, je vais acheter des bornes Wi-Fi, je sais pas trop quoi, enfin, vous allez potentiellement faire les choses mal et créer des failles chez vous. C'est aussi simple que ça. Quand vous entendez parfois des termes un peu barbares, type moi j'ai fait un VLAN pour séparer ma télé, j'ai fait un VLAN pour faire de la téléphonie, on n'est pas en entreprise quand on est chez soi, qu'on soit bien d'accord. Les VLAN chez soi, c'est pas nécessaire, d'accord ? C'est pas parce que vous allez avoir un VLAN qui fera quelque chose en particulier que ça marchera forcément mieux. Ça dépend surtout de votre câblage, de votre rayonnement Wi-Fi aussi, ça va dépendre surtout de ces paramètres-là. Si votre câblage est mauvais, si votre Wi-Fi est mauvais, vous allez faire, peu importe ce que vous allez faire sur votre infrastructure informatique, ça sera mauvais. Donc, si vous avez envie de faire du home lab, c'est relativement simple, Il vous faut bien sûr une box internet qui du coup ne fournira que du réseau, un firewall qui servira de switch pour dispatcher tous les réseaux à droite à gauche. On fera ce qu'on appelle une DMZ, une zone démilitarisée entre votre box et votre firewall pour qu'il y ait un flux entre guillemets non filtré. Et le filtrage se fera à partir du firewall et ensuite vous faites ce que vous voulez. Vous mettez un switch qui court dans des étages, vous mettez ce que vous voulez dessus, vous mettez un serveur, ce genre de choses là, peu importe. Faire du home lab pour commencer c'est pas compliqué, par contre ça demande une réflexion complète de son infrastructure réseau parce que le but c'est d'avoir plusieurs services qui tournent. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire ça. Par exemple si vous voulez, je sais pas, faire un serveur multimédia par exemple, et que vous avez un vieux PC qui traîne chez vous, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, Vous pouvez très bien faire, c'est pas forcément super, mais si vous voulez pas vous compliquer la vie, vous pouvez faire un serveur multimédia entre guillemets en Wi-Fi. Du moment qu'il soit pas trop loin d'un point d'accès, ça va pas forcément créer des problèmes parce que chez nous, même si plus le temps avance, plus la technologie elle est omniprésente autour de nous, pas tant d'équipements que ça chez soi. On va par exemple prendre
le cas de figure d'une petite maison composée d'une famille de 4. Donc on va dire donc 2 adultes, un adolescent et un enfant. Relativement, ce que vous allez avoir chez vous, c'est pour les parents un smartphone chacun, ou voire 2 pour un des deux, puisque ça dépend de l'activité professionnelle. Vous allez avoir un PC chacun, au minimum. Vous allez avoir une box télé. Vous allez avoir les consoles de jeux des enfants, donc PS5, Xbox, Switch, peu importe, souvent Switch d'ailleurs. Et soit dit en passant, la Switch n'a pas forcément un bon Wi-Fi en plus, donc du coup c'est un peu limitant. Peut-être 1 ou 2 caméras de surveillance et peut-être des équipements de sécurité type ouverture de porte, ce genre de choses-là. Quelques ampoules connectées, peut-être un assistant domotique type Alexa pour avoir un interphone ou ce genre de choses-là. Et globalement, c'est à peu près tout, hein. Peut-être une tablette en plus supplémentaire. Donc vous voyez, on est à environ 10 équipements Wi-Fi. Un réseau simple à la maison. On peut connecter jusqu'à 253 équipements sur ce réseau-là. Donc ça, c'est la limite d'adressage IP qui est en général utilisée par les particuliers. On va pas s'étendre là-dessus. Mais vous pouvez monter jusqu'à 253 équipements en fait. Donc il y a un équipement, c'est pour votre box, et un port du réseau, c'est pour quelque chose de spécifique qu'on appelle le broadcast. Bref, peu importe. Donc au bas mot, voilà, 253 équipements. Sur une borne Wi-Fi, on peut aller jusqu'à 200-300 appareils en Wi-Fi. Hein. Ce qui va pêcher le plus, c'est la qualité de vos composants en fait, donc vos systèmes. Si vous prenez une clé Wi-Fi pour y mettre un PC fixe en Wi-Fi et que vous achetez cette clé sur un truc style Temu, AliExpress et vous l'avez payé 2€, vous attendez pas à de la qualité, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, si vous voulez faire des usages spécifiques chez vous, parce que vous êtes curieux, je vous invite d'ailleurs à être curieux en informatique, et j'imagine que c'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne, c'est parce que vous êtes curieux, et que ce genre de truc là vous intéresse. On pourra voir ça ensemble dans une vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir comment on déploie un serveur Plex, comment on déploie un serveur de domotique, qu'est-ce qu'on peut acheter pour faire des petits serveurs chez soi si on n'a pas envie de se saouler et qu'on a envie d'apprendre. Voilà, il y a plein d'options qui existent, qui sont relativement cool. Mais en tout cas, voilà, donc vous fiez pas à tous ces youtubeurs tech qui vous montrent des choses. Alors certes, c'est beau à regarder pour ceux qui aiment, ça a l'air super, ça a l'air intéressant. Je dis pas, hein, vous pouvez faire pareil chez vous, il y a rien qui vous empêche, et je vous fais pas justement, je vous fais pas vraiment une parenthèse en mode ne faites pas ça chez vous, ça sert à rien. Je vous dis simplement que ça sert uniquement si vous décrétez que vous en avez l'envie et la curiosité de le faire. Hein. Moi, c'est mon métier de faire des infrastructures, si vous voulez, donc en entreprise, mais chez moi, j'aime bien rester simple. J'ai pas de baie informatique, j'ai pas un câblage qui est... Alors j'ai un câblage qui est de qualité, mais j'ai pas un câblage qui est à outrance avec des bandeaux, machin, ça court dans toutes les pièces. J'ai le strict minimum pour les besoins de ma famille et mes besoins personnels. J'ai envie que ça fonctionne bien, j'ai envie d'avoir un internet qui fonctionne bien chez moi pour les usages que je fais à la maison, donc YouTube comme je suis en train de faire là. Quand je upload des vidéos, j'aime bien que ça se fasse vite. J'aime bien pouvoir jouer de temps en temps, et mes enfants également. Ma compagne, c'est pareil, elle aime bien pouvoir regarder du contenu, enfin ce genre de choses-là. Donc, il nous faut quelque chose qui fonctionne bien. Et si un jour on a des invités qui viennent et qu'ils ont besoin de se connecter sur Internet, bon bah voilà, c'est toujours sympa d'avoir... Voilà, on donne sa clé Wi-Fi et on dit tiens, ça marche bien chez toi, c'est dingue, c'est cool. Internet chez toi, ça marche bien. Et le but, voilà, c'est de dimensionner là où on a des besoins. Donc si vous avez besoin d'internet à la cave, faire les choses pour la cave, donc faire courir un câble qui descend à la cave. Si vous avez un étage, faire courir un câble qui monte à l'étage. Et ce genre de choses-là, en fait. Il n'y a pas besoin de gros équipements. Donc je vais vous afficher, bien sûr, au cours de la vidéo, les équipements pas chers, en gros, qui sont plutôt de bonne qualité ou de bonne facture que vous pouvez utiliser chez vous, hein, bien sûr. Donc je vais vous afficher là tout de suite donc ce qui est en câble Ethernet qui est correct pour pas cher. Je vais vous afficher juste après du coup en switch ce qui est pas cher et que vous pouvez utiliser, en répéteur ce que vous pouvez utiliser. Donc voilà, donc vraiment pour moins d'une centaine d'euros vous allez pouvoir vous en sortir correctement et avoir internet qui marche bien chez vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, bien sûr je réponds dans l'espace commentaire, je réponds à tout le monde. Donc j'essaie d'être le plus clair et le plus précis sur les sujets que j'aborde. C'est le but, hein, c'est le but de ma chaîne, c'est d'être clair et précis et d'être simple pour les gens. Parce que le but c'est que les gens deviennent relativement autonomes dans un monde où l'informatique évolue énormément.
Donc n'hésitez pas à poser des questions, moi ça me fait plaisir de voir que vous voulez interagir avec moi, c'est super cool. Parfois ça peut aussi me soulever des questions, ça peut aussi m'arriver. Cette vidéo là je l'ai faite en one shot, hein, je l'ai pas scriptée, donc j'ai peut-être oublié des points clés, mais je pense pas. Mais vous pouvez me le dire si par exemple c'est votre métier aussi, ou si vous avez des connaissances, vous pouvez y aller. N'hésitez pas aussi à me dire hein, si la vidéo vous a plu, hein, c'est toujours cool aussi. Mettre un like aussi par conséquent, et bien sûr vous abonner, hein, parce que plus vous allez vous abonner et plus vous mettrez de likes, plus la chaîne sera soutenue et plus moi ça va m'aider à être référencé, et en plus de ça, ça va me motiver à faire plus de concepts. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la vidéo dure plus de 40 minutes, donc merci à vous si vous avez suivi jusque là, je vous en remercie vraiment. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!